Bonjour à tous, merci d'être venus et de concurrencer Nathalie Saint-Cric juste à côté. Je suis Romain Belli, je suis journaliste à Sud-Ouest et c'est moi qui vais animer cette rencontre. Alors, j'ai créé un petit truc pour lancer ce moment qu'on va partager ensemble. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Ou, plus précisément, when the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer. Alors cet aphorisme, vous le connaissez sans doute, il est entré dans la légende du sport, on l'appelle parfois le sardine speech en Angleterre. C'est celui qui suit de quelques semaines le Kung Fu Kick d'Eric Cantona, asséné à un supporter de Crystal Palace par trop moqueur. Nous sommes en janvier 1995 et Cantona envoie ce sardine speech lunaire aux journalistes qui sont venus lui réclamer une réaction après avoir échappé à 2 semaines de prison. Alors les petits Français comme moi connaissent très mal leur verbe irrégulier, mais ils savent déjà dire mouette et chalutier. Merci le football, hein, quand même. Alors cette phrase, évidemment, elle figure dans le dernier ouvrage de notre invité, Le Roi et moi, à Manchester, avec Eric Cantona. Alors c'est un livre qui ne parle pas de football et qui parle presque pas d'Eric Cantona. En réalité, ce livre, c'est un prétexte. Le sport et l'icône qu'est Canto sont des prétextes à une promenade privilégiée dans Manchester et dans l'Angleterre des années 90. Vous terminez ce livre et vous saurez tout de l'après Margaret Thatcher, du New Labour de Tony Blair. Vous goûterez à l'opposition entre le nord industriel et la mégalopole londonienne. Vous écouterez Oasis, vous lirez Nick Hornby et vous comprendrez peut-être les prémices du Brexit. Ce travail sociologique remarquable est l'œuvre d'un historien spécialisé dans le sport et son influence culturelle majeure dans la société. Un homme qui a écrit sur Mohamed Ali, le racisme dans le sport tricolore et la manière dont l'immigration a enrichi l'équipe de France de football. Un homme dont le nom de famille parlera à tous ceux qui étaient nés en 1993, quand Basile a mis une tête magnifique contre le Milan AC. Cet auteur est aujourd'hui président de l'Association des écrivains sportifs. Il est directeur scientifique du Musée national du sport. Et nous avons la grande chance, vous avez la grande chance de recevoir ce matin Claude Boly. Bonjour Claude. Alors cette phrase, Claude, vous la connaissez, asseyez-vous, on va se mettre à l'aise. Je voulais que tout le monde est assis, donc pourquoi pas nous ? Cette phrase, vous la connaissez bien, elle est dans votre bouquin, comme je le disais. Alors ce qui est incroyable, c'est que Eric Cantona, il prononce cette phrase 2 mois après son coup de pied à un supporter de Crystal Palace, après avoir pris un carton rouge. Et alors quand on rembobine dans votre livre, le soir même de ce coup de pied, vous allez boire un verre en ville avec Cantona. C'est inimaginable. Exactement. Mais avant de commencer cette introduction, je voudrais juste dire quelques petits mots. Je suis ravi d'être ici. C'est la première fois que je viens à Pau. Et je vous avoue qu'hier, quand je suis arrivé de Nice. Quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a dit que cette ville, elle est faite pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai passé de longues années en Angleterre et Pau, c'est l'une des villes anglaises. C'est une ville qui ressemble. Donc hier, je pensais vraiment à l'Angleterre, en particulier l'Angleterre du Nord. Donc c'est un petit clin d'œil à cette ville. Et puis surtout, je remercie Romain de m'avoir invité ici, dans cette magnifique ville. Et pour parler du sport, pour parler du football en particulier, pour parler d'une ville, d'un pays, et pour parler d'un personnage que j'ai eu la chance d'avoir connu. Donc effectivement, après ce match, match moyen, Eric Cantona donne ce coup
à un supporter de Crystal Palace. Il faut savoir qu'Eric Cantona, il était très souvent chahuté à la fois par les supporters, par les publics, les publics opposés, hein, voire même les joueurs. Donc il a quelquefois, comme on dit, il pétait les plombs. Mais c'était très rare. Et cette fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, c'est la vie. Hein. En sortant, il a pris un carton jaune, un carton rouge. Il sortait et il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Le supporter l'a insulté, a insulté ses parents, donc. Il se trouve que, ça Eric, là, je vais vous faire une confidence, hein, Eric ne l'a jamais dit. Hein. Il se trouve que son père était très malade cette semaine-là. Son père faisait très souvent des plats, on va dire les plats maison, en particulier il faisait du pâté. Et malheureusement, ça a failli mal terminer. Donc, il n'était pas bien cette semaine-là. Et après, justement, après cet incident, quelques mois plus tard, il y a eu tout ce qui a suivi, comme en Angleterre, on appelle l'affaire Cantona. Et au soir de cette rencontre, il m'appelle comme ce qu'il fait d'habitude. On avait un rituel tous les deux. Après chaque rencontre, il m'appelait pour qu'on se retrouve en ville pour boire une petite bière. Hein. On était anglais, mais pas comme les vrais anglais, quoi. Voilà. Donc on s'arrête à une seule bière. Exactement. Et puis moi j'avais une petite particularité, c'est que j'aimais bien la Guinness, quoi. Donc moi je prenais ma Guinness et Eric prenait son pint of Wager. Ouais. C'était la bière, l'équivalent de la bière blonde ici. Et ce qui était surprenant, c'est que justement après cet incident, tout le monde n'imaginait pas de voir Eric Cantona en ville. Il n'imaginait pas de voir Eric Cantona sortir et être visible. Et justement, c'est ça aussi l'une des particularités d'Eric. Il a dit, ce que j'ai fait il y a quelques heures, c'est fait. Quoi. Mais moi, je me souviens très bien de ce jour-là parce que le match, je crois qu'il était à 19h. Et quelques minutes après le match, quand il a eu cet incident, j'ai reçu plusieurs coups de fil à la maison. À l'époque, j'étais étudiant, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler de la raison pour laquelle j'étais à Manchester. Et j'ai reçu plusieurs coups de fil. Le premier coup de fil qui m'a marqué, c'était la femme d'Eric Cantona à l'époque, sa première femme, Isabelle, qui me disait « Claudio, mets la télé et regarde ce qu'il a fait ton ami. » À l'époque, on l'appelait le grand. Il dit « Regarde ce qu'il a fait le grand à la télé. » Donc je regarde. Elle me dit, on fait nos affaires, on rentre en France. Parce que j'ai vu la scène, même en étant proche d'Eric, j'étais vraiment surpris. Ça dure quelques secondes, mais c'est d'une violence, c'était incroyable. Pourtant, il avait déjà fait ça à Michel Derzakarian sur un terrain. C'était différent parce qu'en Angleterre, il y a une espèce de pacte entre les supporters et les joueurs. Vous savez, les stades anglais sont différents des stades français. Il y a une proximité avec les joueurs. Donc, toucher un supporter en Angleterre, c'est vraiment un geste tabou. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas. On peut recevoir des insultes, mais on ne réagit jamais. Vous savez, l'Angleterre, les Anglais, c'est un peu assez paradoxal. Il faut garder son sang-froid, mais de temps en temps, il faut montrer qu'on n'est pas content. Donc après, Eric Cantona, il est sorti, il m'a appelé pour me dire, voilà, écoute, qu'est-ce qu'on fait, on sort. Puis... Donc, on menait vraiment une vie normale, quelles que soient les situations. C'est ça qui est incroyable. Alors, on comprend dans votre livre votre proximité avec Eric Cantona, que vous avez construite depuis Auxerre où vos frères évoluaient au centre de formation, donc Basile Boli et Roger Boli. Tous les fans de sport connaissent ces noms-là. Et vous étiez en colocation avec Eric Cantona et vous vous êtes retrouvés parce que vous avez fait des études de sociologie et d'histoire. Vous avez fait un doctorat à l'université de Leicester et à Manchester. Et donc c'est à Manchester que vous êtes retrouvés, comme 10 ans auparavant. Et vous avez donc utilisé cette ville, vous l'avez consommée. Cette ville, c'est ce qu'on lit dans vos pages. C'est vraiment passionnant parce qu'on assiste à la transformation de Manchester, qui est une ville industrielle, qui compte beaucoup dans l'histoire industrielle britannique et de la révolution industrielle. Et c'est une ville qui se transforme. On y assiste dans vos pages et vous y assistez avec Eric. C'est incroyable qu'un joueur de foot s'intéresse à ça, à cette transformation-là.
Exactement. Mon histoire avec Eric Cantona, c'est une histoire simple, hein, c'est une histoire d'amitié. C'est des histoires comme ça, vous en avez plein avec des amis avec qui vous avez été au lycée, vous avez été au collège, à l'école primaire. Avec Eric, mes frères Roger et Basile, ils étaient au centre de formation à Auxerre. Donc, au début des années 80, Eric était également au centre de formation. Et puis un jour, Eric a décidé, il voulait plus rester au centre de formation. Il n'était pas bien. Donc, il a été voir l'entraîneur. L'entraîneur à l'époque, c'était Giroud. Il a dit, voilà, coach, je ne suis pas bien ici. Est-ce que, est-ce que je peux prendre, un appartement? Vous savez, Auxerre, c'est une petite ville, hein, une ville de 40 000 habitants. Donc, c'est vraiment, comme on dit en Lyon, c'est un patelin, quoi. Donc, Giroud a décidé, dit, voilà, je t'écoute, je prends en compte ce que tu me dis, mais je vais te mettre des conditions. Les premières conditions, c'est qu'il faut que si je prends un appartement pour toi, première chose, il faut que tu viennes à l'entraînement à l'heure. Deuxième chose, il ne faut pas avoir une vie assez tourmentée. Et troisième, il faut que tu me prouves que cette nouvelle vie te convienne. Et donc dans ce cas-là, Eric a demandé au coach, est-ce que je pourrais demander à Claude, moi j'étais au lycée, j'étais à l'internat, j'étais au lycée, j'étais en seconde, est-ce qu'on pourra vivre ensemble? D'accord? Donc ça veut dire que c'est un gamin de 15 ans qui vivait avec quelqu'un de 17 ans. Vous imaginez, je pense que quelquefois ça peut être un peu difficile d'imaginer qu'à cet âge-là, à Auxerre, dès l'âge de 14-15 ans, on avait un physique du gamin, mais il fallait avoir une maturité, il fallait avoir une maturité, il fallait avoir une conscience d'adulte. Parce que Eric Cantona, il venait de Marseille, nous les Bolis, on venait de Paris, j'avais des amis qui venaient de Strasbourg, donc tout très 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 jeune. Hein. Il y a une rupture avec le clan familial, il y a une rupture avec la famille. Ça veut dire qu'à 13, 14, 15 ans, vous êtes obligé de vivre vraiment non seulement de votre passion, et puis surtout avoir une conscience professionnelle, avoir une conscience d'adulte. Je pense que c'est important pour vous de comprendre que le sport de haut niveau, surtout quand on se lance dans cette carrière professionnelle, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a il y a deux choses qui sont vraiment dures. C'est la rupture avec la famille, et puis c'est la peur de l'échec. C'est vraiment. Donc, avec Eric, à l'âge de 15-17 ans, on était déjà des adultes. Hein. Ça veut dire que moi, à la maison, c'est moi qui faisais la cuisine, c'est moi qui m'occupais. Mais en même temps, ça s'est fait de façon normale. Donc, quand il partait jouer, quand il rentrait, je faisais à manger, etc. Donc, mais on n'imaginait même pas qu'il y avait une espèce. C'était normal, parce que très tôt, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Donc déjà, depuis l'âge de 9 ans, je sais faire la cuisine, je sais repasser, je sais coudre. Mais je sais coudre, quand j'ai fait les cours, je sais comment faire, mais parce que ma mère m'a laissé à ma sœur pour s'occuper de moi. Donc très 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 jeune, j'avais déjà une conscience d'adulte. C'est bien, hein, c'est bien, mais aussi ça peut être mauvais parce qu'il y a une enfance qui part. Voilà. Claude, vous n'êtes pas sans ignorer que je vous ai lancé sur Manchester. Et oui, vous m'avez parlé d'Auxerre. Oui, c'est vrai, Manchester. Ouais, ça, c'est mon petit. Donc Manchester, non mais plus sérieusement, en fait, ce qui est marquant dans le bouquin, c'est la manière dont Eric Cantona, qui est la légende qu'on sait, s'intéresse à des questions sociologiques de base et la transformation d'une ville et la consomme comme un mancunien lambda. Moi, la question que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un joueur de Manchester, comme Bruno Fernandes ou Raphaël Varane, fait la même chose? C'est vraiment différent. Bon, déjà, désolé d'avoir fait ce détour vers Auxerre, mais c'était important pour vous de comprendre aussi comment est né ce parcours, ce trajet. Hein. Ça se fait par étapes, ça se fait aussi par conscience, ça se fait aussi par relation, par amitié. Pourquoi moi j'étais à Manchester? En fait, j'ai été à Manchester pour deux raisons. La première raison, c'est que après mon bac, je voulais absolument parler anglais. Et j'avais une copine qui était au lycée avec moi, elle m'avait dit, Claude, moi je te conseille, plutôt après le bac, ne va pas tout de suite en Angleterre, reste un peu en France, essaie d'avoir un petit diplôme et va en Angleterre pour ne pas revenir à Bredouille. Quoi. Donc j'ai suivi son conseil. Et ce qui m'intéressait en Angleterre, c'était de comprendre la révolution industrielle. Je voulais comprendre comment était né le monde aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que l'Angleterre était véritablement le berceau de plusieurs domaines de la société, en particulier l'histoire de la ville.
l'histoire urbaine, tout ce qu'on appelle banlieue, c'est né en Angleterre. L'histoire aussi des rapports ouvriers, les rapports avec la classe ouvrière, le syndicalisme, l'histoire des femmes, le sport, la place qu'occupait la place qu'occupe le sport dans l'éducation, etc. Donc toutes ces facettes m'ont interpellé. En plus, j'avais un professeur quand j'étais à la fac de Montpellier qui m'avait complètement subjugué, qui m'avait vraiment donné cette envie d'aller, de sortir, de migrer, de partir ailleurs pour comprendre ce que nous sommes. C'est-à-dire que moi, l'Angleterre m'a permis un détour. C'est au détour de l'Angleterre que j'ai mieux compris la Révolution française, que j'ai mieux compris la façon dans laquelle une ville comme Pau a eu un lien important avec les Anglais, etc., etc. Donc, pour revenir à Manchester et Eric Cantona, je voulais comprendre comment cette ville, qui a été durement marquée par la révolution industrielle, qui a été durement marquée par la désindustrialisation, c'est-à-dire que l'arrivée de Margaret Thatcher, la première ministre anglaise, a été ressentie dans le nord de l'Angleterre. Vous savez, le nord. Moi, je suis un homme du nord, donc c'est le nord, c'est Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, etc. Et le sud, c'est Londres. Donc nous, les gens du nord, on n'aime pas trop les gens du sud. Mais bref, ça c'est un petit aparté, ça. Voilà. Donc, je voulais comprendre un petit peu la souffrance de ces ouvriers. Je voulais comprendre comment cette ville, progressivement, allait se changer. Et physiquement, j'ai vu vraiment comment le Manchester a changé. J'ai vu vraiment comment on est passé d'une ville industrielle à une ville du tertiaire, à une ville des bureaux, à une ville où le commerce, où tout ce qui est service prenait essence. Et j'ai vu physiquement comment le club de Manchester United, parce qu'à Manchester, l'une des particularités en Angleterre et dans les grandes villes européennes, c'est que très souvent, dans toutes les grandes villes, voire même des moyennes villes, il y a 2 ou 3 clubs. Si vous avez l'occasion, par exemple, d'aller en Allemagne, vous allez par exemple à Munich, il y a 2 clubs. Vous avez l'occasion d'aller à Barcelone, il y a 2 clubs. Madrid, 2 clubs. À Lisbonne, 2 clubs, etc. À Pau aussi, Claude, on a le Pau FC, la JAB. Exactement. Donc, il y en a plein d'autres. Ouais. Exactement. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment comprendre, en tant qu'historien et sociologue, comprendre non seulement comment était née cette ville de Manchester, et puis comment cette ville réagissait face aux mutations sociales. Et j'ai choisi, un peu comme un géomètre, j'ai choisi le sport, en particulier le football, comme lieu d'expérimentation, comme lieu d'observation de cette révolution culturelle, de cette révolution mentale, de cette transformation de la ville. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une période où le club de Manchester United devenait non seulement le meilleur club anglais, et puis aussi, il y avait quelque chose qui avait complètement changé. Il y avait là aussi la Première Ligue. La Première Ligue, c'est le championnat anglais qui se mettait en place. Donc il y avait toute une transformation, non seulement dans le jeu, et aussi dans la représentation du football anglais à l'extérieur. Et Eric Cantona est arrivé à un moment où surtout il a participé, il a contribué à cette révolution du football anglais. Et aujourd'hui, on peut dire cette révolution du football mondial parce que grâce au succès de Manchester United, quelquefois, l'éthos, l'éthique capitaliste et l'éthique sportive se sont croisés. Donc aujourd'hui, Manchester United est l'un des clubs les plus riches, mais ici, c'est aussi un club qui a donné sens à tout ce qu'on appelle le merchandising, c'est-à-dire la marchandisage, a donné sens aussi à la façon dont un club peut construire, fabriquer, inventer son histoire. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous, Français, qui ont du mal à comprendre en quoi le sport, en particulier un club de football, est plus qu'une association sportive. Manchester United, c'est plus qu'un club. C'est-à-dire que c'est un lieu, c'est une identité, c'est une histoire, c'est-à-dire c'est un patrimoine, et ça c'est important. Alors je vois que le temps défile. Alors ce qui est passionnant dans votre bouquin, c'est effectivement d'apprendre tout ça par le biais du football, par le biais de la trajectoire d'Eric Cantona. Vous défendez souvent le fait que le sport, c'est un fait social total. C'est un objet de sociologie comme les autres, finalement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est partagé ou que c'est encore une matière qui est négligée, voire méprisée? Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu en Angleterre, c'est-à-dire d'avoir vécu dans le pays qui a été le berceau de l'invention du sport.
Et les Anglais ont compris une chose très très importante par rapport à nous Français, c'est de se dire que le sport est une matière d'excellence. Le sport est un domaine où non seulement on peut apprendre plusieurs facettes de la vie. Dans le sport, on peut apprendre l'esprit de solidarité. Dans le sport, on peut apprendre l'esprit d'équipe. Dans le sport, on peut apprendre l'esprit de management, d'entraîner, d'être un leader. Dans le sport aussi, on peut apprendre quelque chose qui est pour moi qui est fondamental, l'humilité. C'est-à-dire que la vie, c'est une question d'humilité, c'est une question de victoire, de défaite. Mais on peut apprendre dans la défaite. Et les Anglais ont bien compris ce poids, ce sens du sport comme matière, j'insiste, comme matière d'excellence. Et aujourd'hui, quand je suis revenu en Angleterre avec un doctorat d'histoire et de sociologie, je me suis dit, je vais certainement trouver un poste assez facilement. Malheureusement, c'était très compliqué parce que quand je suis revenu en Angleterre, quand je disais dans le monde universitaire, quand je disais que j'avais travaillé sur l'Angleterre, tout le monde disait « Ah, mais donc vous avez travaillé sur la royauté, vous avez travaillé sur Lady Diana. » Je disais « Non, vous avez travaillé sur Queen Elizabeth. » Non, pas du tout. Vous avez travaillé sur la monarchie parlementaire. Vous avez travaillé sur le sport. Le sport? Oui, mais vous avez fait autre chose. Non. non, je travaillais sur le sport. Donc, il y a encore cette représentation d'une discipline illégitime, d'une discipline peu considérée, d'une discipline un peu accessoire. Et ça, je pense que c'est... Aujourd'hui, ça commence plus ou moins à changer, mais il y a le combat, la lutte est encore très, très, très longue parce que encore pour beaucoup de personnes, le sport n'est pas une matière d'excellence. Et pourtant, je dis souvent, le sport, c'est la culture. Parce que le sport engrange les cultures. Le sport regroupe beaucoup de cultures. La littérature, le cinéma, la peinture, etc. Et c'est pour cette raison qu'avec Eric Cantona, on s'est bien compris, parce qu'on s'est bien entendu, parce qu'au-delà du terrain, on avait d'autres intérêts. Ça veut dire que Eric, depuis l'âge de 9 ans, il peignait. Son père, il travaillait dans un hôpital psychiatrique. Il a appris à peindre. Donc, il a appris à peindre. Eric lisait. Et pourtant, la plupart des joueurs dans des centres de formation ne vont pas très, très, très loin. Hein. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, quand même, on a des joueurs qui sont bacheliers. Mais honnêtement, quelquefois, ils disent qu'ils sont bacheliers. Quelquefois, il y a certains clubs qui sont très fiers de dire qu'ils ont 100% de réussite. Mais quand il y a un joueur qui passe le bac et qu'il a, forcément, il y a 100% de réussite. Donc, il ne faut pas toujours écouter les clubs qui disent, vous savez, ici, on forme des joueurs, mais on forme aussi des citoyens, etc. Moi, souvent, je suis assez critique parce que je dis, oui, jusqu'où on forme vraiment les joueurs? Parce que pour moi, si on forme les joueurs, il faut aller au-delà du terrain. Ça veut dire qu'il faut leur dire, sur 1000 joueurs qui rentrent au centre de formation, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont devenir professionnels. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Et malheureusement, les autres, soit ils sont à la rue, soit ils ont une situation de déclassé social. Et ça, c'est extrêmement dur. Et avec Eric et Manchester, on a eu vraiment cet amour de la culture, des cultures, je précise beaucoup des cultures. Et Eric Cantona n'a jamais... Et moi, je parle d'Eric Cantona, mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont intéressés à la littérature. Mais c'est encore très difficile quand un footballeur, en particulier un footballeur, parce qu'il y a d'autres disciplines, parce que il y a encore ce lien avec les représentations bourgeoises. Quand un footballeur dit « je lis, j'écris », il y a des gens qui ont encore des doutes. Et ça, vraiment, c'est des choses qui, pour moi, il faut vraiment que ça change. Malgré tout, les footballeurs, ils sont aussi dans la vie de la cité. C'est ce que vous dites. On avait eu une discussion il y a quelques mois avec Henri Cévé, qui est le capitaine du Pau FC, que vous connaissez sûrement. En fait, les footballeurs ne sont pas tous idiots. C'est ce qu'on apprend aussi dans votre bouquin avec Eric Cantona. Il y en a, j'en connais. Mais on ne dira pas de nom. Mais malgré tout, c'est quand même des joueurs qui évoluent d'une ville à l'autre et qui parfois s'intéressent à leur univers. Et c'est ça qu'on découvre aussi. Eric, il a joué à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, encore plus au nord que Manchester. Il a joué à Auxerre, il a préféré Auxerre à d'autres centres de formation plus proches dans le sud de la France. C'est aussi une question de découverte. Et ça, c'est aussi ce qui anime certains joueurs.
Exactement. Et ça, je pense que ça, c'est un point intéressant quand on parle des footballeurs. Souvent, on oublie que souvent les footballeurs, c'est des gens qui ont compris, mais la mondialisation dans les sports est ancienne, et par exemple. Ils ont compris cette idée de mobilité. Aujourd'hui, quand on entend des hommes politiques parler de mobilité, vous imaginez quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise pendant 25 ans, 30 ans, qui est rentré à l'âge de 15 ans, 16 ans, et du jour au lendemain, on lui dit, mais tu sais, il faut que tu sois mobile, hein, il faut vraiment que tu partes ailleurs, avec un niveau, intellectuel, avec le savoir-faire qu'il a eu. On lui dit, oui, tu habites à Dunkerque, mais peut-être qu'il y a du travail en Belgique ou en Hollande ou en Allemagne. Le football, les footballeurs ont vite compris qu'il fallait, surtout quand vous êtes européen, depuis la loi Bosman en 95, où il y a une liberté de circulation entre les pays. C'est une donnée qui est rentrée très, très, très vite dans la tête des footballeurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de footballeurs, quand ils vont jouer à l'étranger, ils apprennent les langues. Ce qui est différent souvent de certains hommes politiques. Je me souviens encore de la pauvreté, hein, au niveau des langues étrangères, de certains hommes politiques, voire même des hommes politiques qui avaient des grandes responsabilités, qui parlaient anglais, excusez-moi, comme une vache espagnole. Alors que quand on écoute... souvent, il y a des gens qui se moquent, par exemple, d'un joueur, hein, qui s'appelle Ribéry. Il se moque de Ribéry, il dit oui, Ribéry, il est moche, il ne s'exprime pas bien en français. Oui, effectivement, mais vous savez, quand on a arrêté l'école en 5e ou en 6e, ou en 5e, effectivement, c'est très, très difficile de s'exprimer dans un français propre, dans un français châtié, etc. Mais Ribéry, quand il était en Allemagne, il a appris l'allemand. Et si vous allez aujourd'hui, si un jour vous avez l'occasion d'aller en Allemagne, en particulier à Munich, écoutez les gens parler de Ribéry. Là-bas, on l'appelle le Kaiser. Le Kaiser, en allemand, c'est l'empereur. Ça veut dire qu'il y a une considération du Ribéry. Ça veut dire que la considération que les Allemands, en particulier les supporters de Munich, ont de Ribéry, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous, Français, on pense de Ribéry. De la même façon, quand vous parlez d'Eric Cantona en Angleterre, tout le monde... Quels que soient les clubs, quelles que soient les villes, il y a une grande considération pour la personne. Parce que c'était un être ordinaire. C'était quelqu'un avec qui, quand j'étais à Manchester, quand j'étais étudiant, il venait me voir à la cité universitaire. On allait manger au Reste U. On avait vraiment une vie. Et pourtant, Eric, c'était une méga star. Mais on était comme à Auxerre, on était comme quand on avait 14-15 ans. On était vraiment comme ce qu'on avait vécu en Bourgogne avec quelques bêtises, bien sûr. Vous imaginez, quand on a 14-15 ans, ce qu'on faisait avec la moto sans casque. Mais ça, il ne faut pas le dire, s'il y a des jeunes, etc. Mais comme c'est une petite ville, donc on connaissait le gendarme, on connaissait un peu tout le monde, quoi. Mais c'est aussi ça la vie. Donc tout ça pour vous dire que la culture, en fait, nous, avec Eric Cantona, on a voulu faire de la culture, surtout des cultures, quelque chose qui pouvait toucher tout le monde, en particulier les footballeurs. Ce que vous dites, Claude, sur le rapport des footballeurs à cette culture, on ressent qu'il y a une sorte de mépris de classe, un petit peu. Le footballeur ne pourrait pas être intelligent, être aussi ouvert que ce que vous le décrivez. Donc il ne s'agit pas d'être idyllique. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de footballeurs, jeunes footballeurs, qui arrêtent leurs études assez tôt, qui sont monomaniaques du football et pas extrêmement ouverts. Néanmoins, ce qui est frappant, c'est un petit peu comme le distinguo qu'expliquait Bourdieu, dans La Distinction d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelait. Le footballeur, il y a quand même un mépris de classe pour ce sport-là. Les familles bourgeoises, en tout cas c'est comme ça que l'expliquait Bourdieu dans les goûts pour la musique et le sport, mais il expliquait que les familles bourgeoises mettaient peut-être plus facilement leurs enfants dans des sports individuels où on touche à l'excellence, l'esthétisme, et que les familles moins bourgeoises, plus ouvrières, mettaient plus leurs gamins dans des sports co, où la notion d'entraide et d'effort physique est plus importante. Elle existe encore, hein, cette distinction. C'est là que c'est intéressant quand on travaille sur les sports, surtout quand on travaille sur l'aspect sociologique, l'aspect historique du sport. Chaque discipline a une histoire propre. Je veux dire, par exemple, si vous prenez l'histoire du rugby à 15, parce qu'en France, ça aussi, ça fait partie des réalités. Pour nous, Anglais, que j'ai dit nous, Anglais, entre guillemets, on ne parle jamais du rugby.
Alors que vous, quand vous vous exprimez, quand vous parlez de rugby, vous dites toujours rugby. En Angleterre, ça n'existe pas. Soit on parle de rugby union, qui est le rugby à 15, soit rugby league, le rugby à 13. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Mais parce que dès la fin du 19e siècle, il y a une scission, une séparation entre le rugby amateur, le rugby à 15, et le rugby professionnel, le rugby à 13. Le rugby à 13 s'est professionnalisé en 1892. Écoutez bien. Le rugby à 15 s'est professionnalisé en 1995. Donc vous imaginez, un siècle après. Donc c'est dire cette histoire entre le mythe du vrai sport, c'est de l'amateurisme. Je rappelle que l'amateurisme, c'est une pratique sans rémunération. Mais pour penser comme ça, il faut être suffisamment aisé pour faire du sport, rien que du sport. Et encore aujourd'hui, on remarque qu'il y a une espèce de représentation. Il y a un lien entre les classes ouvrières, les milieux populaires et les sports dits populaires. Le football, en particulier le football, le rugby à 13, etc. Donc encore aujourd'hui, il y a une espèce de mépris de certaines personnes quand ils s'expriment, quand ils parlent du football, parce qu'il y a une espèce d'amalgame entre les milieux populaires, la classe laborieuse, hein, la classe qui fait peur, hein, et le sport. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a encore cette tâche, il y a encore ces stigmates, hein, du football professionnel, en particulier du football professionnel, où encore, hein, la grande majorité des footballeurs sont issus des classes modestes, des classes populaires. Et ça, sociologiquement parlant, effectivement, donc ce mépris peut s'expliquer par cette distanciation entre la vision qu'on a des milieux populaires, de la classe ouvrière, des milieux non nantis, et des sports dits bourgeois, des sports d'élite tels que le tennis, le golf, etc. Donc ce sont des réalités qui existent encore aujourd'hui, même s'il y a un peu de changement, mais les représentations, en particulier les représentations médiatiques, n'ont pas beaucoup changé. D'ailleurs, on voit très souvent, hein, quand on fait le lien entre les footballeurs et ce qu'on appelle les gamins de banlieue. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des footballeurs professionnels ont quitté ce qu'on dit, hein, d'une façon vulgaire, les banlieues. Vous savez, quand vous rentrez dans un centre de formation, les gamins qui rentrent à 12-13 ans à Clairefontaine ou dans un club professionnel ont été séparés non seulement de leur milieu environnemental, de leur banlieue, et aussi de leur famille. Donc, qui a formé ces enfants? Qui a éduqué ces enfants? Ce sont des gens qui ne viennent pas de la banlieue. Ce sont des gens qui ont eu des formations autres que des formations de banlieue. Donc, vous voyez, ça reste encore des illusions, hein, ça reste encore des représentations qui marquent fondamentalement les classes ouvrières et un certain nombre de disciplines telles que le football. Alors vous-même, vous êtes issu d'une famille qui aime le sport. Alors il doit aussi y avoir de l'atavisme, hein, je présume, puisque vous avez donc deux frères qui ont joué à un niveau professionnel, et plutôt à un très haut niveau, donc Basile Boli, que tout le monde connaît, Roger aussi, que peut-être moins de gens connaissent quand on n'est pas féru de football, mais qui a eu une grande carrière. Je me rappelle que j'avais sa carte Panini 1996, meilleur buteur du championnat. Voilà, ça, je vais vous la donner, comme ça il me la dédicacera, Roger, après. Ce qui est marrant aussi, enfin ce qui est intéressant dans leur parcours, c'est que Basile, il a 40 sélections en équipe de France. 45. Ouais, excusez-moi, 45. Mais vous savez pourquoi je sais? Parce que Basile et Eric Cantona, ils ont le même nombre de sélections. Ah ouais, voilà. Donc, et puis ils s'arrêtent à peu près au même moment. Exactement. Et on ne va pas remettre le couteau dans la plaie. On a fêté d'ailleurs les 30 ans de France-Bulgarie. Mon Dieu, c'est terrible, ça fait vraiment mal. Mais donc c'était la qualification pour la Coupe du Monde 94. Pour revenir à Basile et Roger, donc ils ont choisi l'équipe de France. Roger aussi, donc il n'a pas des sélections en équipe de France A, mais il a été en équipe de France olympique. C'est un peu l'équivalent de l'équipe de France Espoir. Pourtant, vous êtes né à Abidjan et vous avez émigré en France. Vous auriez pu choisir la Côte d'Ivoire et Roger aurait pu être le Didier Drogba des années 90. Exactement. Mais ça aussi, c'est aussi intéressant de voir comment naissent les parcours, les trajets, comment naissent les décisions. Et ça, c'est notre histoire, c'est l'histoire de tout le monde. Il y a un moment dans la vie, il faut faire des choix. Souvent, ce sont des choix des raisons, comme j'appelle, des choix des raisons et des choix de cœur.
Quand ma grande sœur, j'avais une grande sœur qui travaillait à l'ambassade de France, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Elle décide, hein, pour changer notre destin, de nous faire venir en France pour des études. Donc elle décide de faire assez régulièrement, de faire venir un frangin, une sœur, etc. Et ensuite, Roger, Basile, Claude viennent en France. Nos parents, mes parents, mon père et ma mère savent ni lire et écrire. Pour eux, les études est le salut pour faire, comme on dit, comme ils disent, mon père a fait la Seconde Guerre mondiale. Il me dit, si tu fais les études, tu vas devenir quelqu'un. Vous imaginez ce quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas le choix. C'est les études, et grâce aux études, tu vas transformer ton destin. C'est d'un destin d'une vie de précarité, d'une vie de pauvre, à quelqu'un qui va pouvoir travailler, qui va faire des études, etc. Donc, quand on vient en France, bien sûr, il y a le sport, mais on n'a pas du tout l'idée d'en faire une carrière professionnelle. On n'a vraiment pas du tout l'idée de se dire, je veux me plonger dans le football pour devenir quelqu'un. Roger et Basile et moi, c'était les études. Il se trouve que le samedi ou le dimanche, on faisait du foot, mais comme des milliers de petits gamins en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Roumanie, dans n'importe quel pays. C'est le foot, c'est la passion. D'ailleurs, grâce au foot, moi j'étais capable de connaître toutes les capitales européennes, de savoir où se trouvait Saint-Étienne par rapport à un petit Français. C'est-à-dire, quand je suis arrivé moi en France, en 6e, j'étais le meilleur en géographie et en histoire. Pourquoi? Mais parce que je savais où ça se trouvait la Corrèze. Je savais où ça se trouvait la Forez. Pourquoi la Forez? Parce que j'étais Saint-Étienne, etc., etc. Donc le football a été ma culture. Le football a été mon entrée dans le monde. Le football a été une façon pour moi aussi d'avoir un pied dans l'humanité, d'avoir un pied dans toutes les cultures. Donc ceci dit, Roger et Basile ont choisi pour se détendre, faire du football. Et il se trouve qu'ils étaient relativement bons. Ils ont été contactés par Giroud qui avait mis en place une véritable, une espèce de toile dans la France pour prendre les meilleurs joueurs. Eric Cantona, il vient de Marseille. On avait des amis qui venaient de Strasbourg, de Nîmes, etc. Donc Auxerre, c'était vraiment une sélection des meilleurs jeunes en France. Donc effectivement, en 1984, donc Roger et Basile arrivent à Auxerre en 82, et en 84, la Côte d'Ivoire, notre pays d'origine, on est né en Côte d'Ivoire, organise la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pouvez imaginer, c'est un grand événement pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est indépendant depuis 60. Donc forcément, les Bolis commencent à faire parler d'eux dans les journaux, notamment l'équipe et France Football. Donc forcément, il y a des dirigeants qui viennent, qui demandent à Giroud, est-ce que les deux Bolis peuvent jouer en équipe nationale? Vous n'imaginez pas. C'est un dilemme terrible. Pourquoi c'est un dilemme? Parce qu'à l'époque, pour jouer dans une équipe première, il fallait 3 étrangers. Donc, il y avait les deux étrangers, et très souvent, on prenait quand même des étrangers qui avaient une maturité, qui avaient un parcours professionnel assez conséquent. Il n'allait pas se permettre de prendre des gamins de 17-18 ans. Ouais. Donc, voilà le choix entre Basile, répondre à cet appel de cœur de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a encore de la famille en Côte d'Ivoire, on a encore des amis. Vous imaginez, il y a des amis qui nous disent « Ah mais non, mais il faut absolument que tu joues pour le Côte d'Ivoire 84, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de la diaspora pour briller. » Et il y a aussi le choix des raisons. Si Basile choisit la nationalité ivoirienne, il ne jouera pas en équipe première. Donc c'est un dilemme terrible. Soit c'est l'équipe de Côte d'Ivoire, et tu sais que tu as une carrière, on ne sait jamais, et soit tu choisis la stabilité, tu choisis la raison, c'est-à-dire que l'équipe de France, qui va certainement te changer ta vie, changer ta carrière, changer tout ce que tu as envie d'être. Donc, vous vous trouvez dans une situation où vous avez 15 ans, 16 ans, il faut faire un choix. Et ce choix-là, très souvent, nous qui sommes nés en Afrique, il y a des gens qui sont nés en Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Il y a des moments où il faut faire ce choix. Aujourd'hui, la réglementation a changé. Donc on peut commencer en équipe de France très jeune, et à partir en fait, on peut jouer en équipe de France jusqu'à une sélection si vous jouez dans l'équipe de France A, c'est l'élite, c'est l'équipe de Mbappé, Griezmann, etc. Là, vous n'avez plus le choix, quoi. Mais jusque là, vous pouvez encore jouer en équipe de France et
et choisir au dernier moment de jouer dans l'équipe, je précise bien, dans l'équipe de vos parents d'origine. Parce que la plupart des joueurs, ils sont juste d'origine algérienne, ivoirienne, sénégalaise. Ils ne connaissent pas l'Algérie, ils ne connaissent pas le Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a une espèce de mythe, un fantasme. Il y a aussi toutes les représentations autour du pays d'origine, parce que très souvent, non seulement ils n'ont jamais été, mais c'est la façon dont les parents, le père, la mère, parlent du pays, d'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes dans une situation à la fois, en plus ça devient un métier, hein, vous êtes un footballeur professionnel, donc votre métier c'est votre club, le club c'est votre employeur. Donc on est vraiment, ils ont été, hein, beaucoup de joueurs ont été vraiment dans des situations où ce choix c'est fait, comme j'ai dit, un choix de raison et un choix de cœur. Mais ça ne veut pas dire que vous avez choisi d'une façon unilatérale l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si vous êtes un footballeur professionnel, c'est un métier. Et ce métier-là, il doit se faire en âme et conscience d'une carrière, d'un projet. C'est pour cette raison que souvent les gens ne comprennent pas. Les gens disent il a choisi l'Algérie parce qu'il se sent algérien. Non, il a choisi l'Algérie. Peut-être qu'il se sent algérien. Mais se sentir algérien, c'est l'histoire de son père, c'est l'histoire de ses parents. C'est ce qu'on lui a dit de l'Algérie. C'est les fantasmes au-dessus de l'Algérie. C'est aussi une espèce de mythe aussi, hein, de l'Algérie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus algérien que français. Il y a certains joueurs qui évoluent dans les équipes africaines, ivoiriennes, sénégalaises, etc., qui ont autant du mal parce qu'ils ne parlent pas la langue locale. Et puis, surtout, quand ils sont métis, ici, ils sont considérés comme des Noirs, et au Sénégal, on les considère comme des Français. Donc vous voyez la situation dans laquelle ils vivent, ça peut être très, très, très difficile, très, très compliqué pour certains joueurs. Ce rapport aux origines, il a été... Ça a été une vraie question pour des très grands joueurs de l'équipe de France de football. Vous avez beaucoup parlé de l'Algérie. Il y a 2 joueurs algériens, d'origine algérienne, qui ont brillé pour les Bleus, et 2 joueurs qui n'ont pas été considérés de la même manière. Il y a Zinedine Zidane, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un bonhomme qui a marqué, comme votre frère, 1 ou 2 buts de la tête qui ont compté dans l'histoire du foot français. Alors Zinedine Zidane, c'est une icône. Il est intouchable, c'est une légende. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'a jamais parlé de l'Algérie, très, très peu. Jamais il s'est exprimé sur la politique, on a beaucoup attendu là-dessus. Et 20 ans plus tard, on a eu un autre joueur d'origine algérienne qui s'appelle Karim Benzema, qui a été énormément critiqué en équipe de France. Et qui, lui, s'est davantage exprimé, qui a en tout cas davantage affiché son attachement à ses racines et à sa religion. Est-ce que le fait que Benzema soit moins accepté est lié à un changement de la société? Est-ce qu'on accepte moins les gens qui ont cette religion ou qui revendiquent des origines étrangères? Ou est-ce que c'est tout simplement la personne et le footballeur qui s'émancipent davantage? Mais ça, c'est pareil, c'est une question intéressante quand on se plonge sur la place qu'occupe le football dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, comme la religion, comme le sexe, ce sont des sujets débat. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde veut dire quelque chose. Tout le monde pense qu'il a le meilleur mot, il a la meilleure réflexion sur ce sujet. Mais concernant la carrière de Zidane et Benzema, c'est 2 histoires complètement différentes. Il y a, la première, celle de Zidane. Il faut savoir que Zidane, son père est kabyle. Son père a toujours refusé d'avoir la nationalité française. Son père fait partie des gens qui ont construit le Stade de France. Donc son histoire, l'attachement que Zidane a avec l'Algérie est un attachement complètement différent. En plus, Zidane, il est né à Marseille. Donc si vous lui parlez de Marseille, il sera beaucoup plus diffus, parce que Zidane, c'est un minot, c'est un Marseillais. Si on engage l'aspect politique, c'est très très gênant. Déjà, c'est très très gênant de parler de l'aspect politique parce que déjà, il faut avoir, pour parler de politique, il faut avoir quand même s'il y a cette notion de civisme, de citoyen, il faut avoir quand même un bagage pour avoir ce que j'appelle un discernement, pour savoir, pour utiliser. En plus, il y a une instrumentalisation de la parole de chacun
chacun des personnages publics. Moi aussi, je parle dans la rue sur la beauté de la ville de Pau. Les gens vont dire, oh, c'est génial. Mais si je commence à parler de ce qui ne va pas à Pau, on va tout de suite penser que je suis contre cette ville, etc. Et en plus, et pourtant je suis rien du tout. Mais toute la parole de Zidane, elle va être en plus aujourd'hui avec l'ère de la médiatisation, l'ère de la surmédiatisation. Le mot de Zidane va prendre des proportions complètement différentes, même si il dit quelque chose de sensé, mais on va jamais écouter le début et la fin des phrases, le début d'une interview ou la fin des interviews. Benzema, son histoire est différente. Il est né en France, il est né dans la région lyonnaise, il est né donc il a un attachement avec Lyon, avec l'équipe de Lyon très 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 forte, et il fait partie aussi des gens qui clairement ont montré, même pas montré, ont montré leur attachement à une religion. Mais ce qui dans une république laïque, ce qui n'est pas interdit, puisque on a le droit. Il n'a jamais exhibé d'une façon ostentatoire cette religion. Il a juste dit, oui, je suis musulman, comme Giroud dit que je suis catholique, comme d'autres joueurs qui n'oseront pas dire, qui n'osent pas dire qu'ils sont protestants, etc. Donc aujourd'hui, c'est une génération, on a une génération de personnes qui sont capables d'exprimer ce qu'ils sont. Et quelquefois, ça peut poser problème parce qu'il y a des religions qui sont plus ou moins acceptées, il y a des religions qui sont critiquées. Quand Benzema dit je suis musulman, ça ne veut pas dire que c'est un terroriste. Ça ne veut pas dire qu'il fait partie des barbus, etc., etc. Et je dis juste, j'appartiens à la région musulmane. Donc, c'est toutes les interprétations qu'on a derrière cette idée de musulman qui est, pour moi, qui me pose un problème, qui est un danger, les amalgames qu'on peut faire entre une religion et puis des situations critiques. Donc, et ça, les sportifs, malheureusement aujourd'hui, heureusement, ils ont une voix qui porte. Mais aujourd'hui, il y a quand même, et encore c'est pas récent, il y a les sportifs qui sont engagés. Et c'est pas récent. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'engager en tant que sportif qui a 50 ans. Hein. Parce qu'en 68, quand deux athlètes américains décident de manifester, de montrer comment la situation des Noirs aux États-Unis était difficile, non seulement ils se sont fait expulser des Jeux de Mexico, ils se sont fait expulser par leur fédération, ils ont terminé dans une situation de précarité terrible. Aujourd'hui, un sportif de haut niveau, un sportif connu, peut s'exprimer, peut avoir une visibilité. En plus, avec les réseaux sociaux, il a une chance quand même d'être écouté. Et puis surtout d'être soutenu. Mais il faut avoir. Aujourd'hui, je pense que les sportifs aujourd'hui sont moins courageux que les sportifs il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, il fallait vraiment, vraiment être courageux pour s'exprimer, pour vous dire vraiment ce qu'on pense de la réalité de la société. Donc c'est pour ça que je trouve que dans cette situation, il faut vraiment faire attention à ne pas faire des amalgames, à considérer les sportifs aussi comme des êtres lambda. Un sportif, c'est pas un homme politique. Un homme politique peut changer la vie de quelqu'un. Un sportif, il peut changer le week-end d'un supporter de l'OM ou d'un supporter de Pau. Si Pau gagne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont être contents, mais ça va pas changer. Ils vont être contents du samedi, dimanche et lundi, le travail va commencer, etc., etc. Donc voilà, c'est important de dire, c'est important de donner la place importante du sportif, mais il ne faut pas oublier quand même le sportif, je pense qu'il a quand même un domaine, il a quand même un poids social moins important qu'un homme politique. Si on monte en Ligue 1, ça va quand même changer ma vie, hein, je préfère vous le dire. Il nous reste quelques instants avant l'échange avec la salle. Ces rencontres, les idées mènent le monde, cette année, la thématique, c'est nos raisons d'espérer. C'est une belle thématique. Et je voulais vous demander, peut-être comme dernière question, le football est pourri par l'argent. Il y a des violences dans les stades, il y a du racisme, dans les stades professionnels comme dans les stades amateurs. Les États, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, possèdent les clubs. La JOCR ne sera plus jamais championne de France.
C'est quoi les raisons d'espérer? Mais moi, Qu'est-ce qui reste? Les raisons d'espérer, c'est espérer en vous, espérer en nous, espérer en l'humanité. C'est-à-dire que faire de telle sorte qu'on puisse regarder son voisin, dire bonjour à son voisin, aller voir ses parents qui sont âgés, ne pas couper les liens avec ses frangins, ses frangines, même si c'est des histoires compliquées avec les familles. C'est ça l'humanité, c'est ça les raisons d'espérer. C'est espérer en l'humanité, même si je vous avoue que quelquefois c'est extrêmement difficile, c'est vraiment difficile. Mais espérer en l'humanité, c'est aussi, là je vais faire un dernier point, un petit clin d'œil au maire. Moi je rêve par exemple d'avoir une espèce de cité des cultures sportives. Cité des cultures sportives. Pourquoi je dis ça? Et si possible, à Pau. Pourquoi? Mais parce que dans l'idée des cités, il y a une dimension politique. Et des cultures, c'est essayer de voir en quoi chaque culture, chaque pratique sociale, que ce soit la coiffe, que ce soit la pelote basque, que ce soit la kistera, que ce soit le lien que vous avez, les gens de Pau, avec l'Angleterre. Ça veut dire montrer que la culture de Pau, ce sont des cultures. Et ensuite, le sport. Mettre en avant le sport, montrer que le sport est une matière d'excellence. Donc, pour moi, la raison d'espérer, c'est un jour revenir à Pau et voir cette cité des cultures sportives. Merci beaucoup. Je conseille vraiment à tout le monde le bouquin de Claude donc sur Éric Cantona, dont on a beaucoup parlé, mais aussi ses autres ouvrages, notamment les ouvrages collectifs sur le sport en France et le poids de l'immigration dans ce sport. C'est vraiment passionnant, où on apprend que, alors certes il y a eu Basile Boli, mais il y a aussi eu Platini, ça finit en I, mais c'est pas la même origine. Il y a eu des joueurs polonais, il y a aujourd'hui des joueurs qui viennent du Maghreb, d'autres pays d'Afrique. C'est vraiment, vraiment passionnant et on apprend que le sport n'est pas magique. Mais et je préciserai une dernière chose. Quand on me dit que je suis historien, je dis je suis historien sport, je dis je suis historien et j'ai 4 lieux d'analyse. L'histoire des femmes, l'histoire des villes, l'histoire urbaine, l'histoire du sport et le patrimoine sportif. Donc voilà, c'est-à-dire que pour moi, je m'engage dans une histoire globale, dans une histoire mondiale, et je suis dans une histoire des réalités sociales. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire des femmes aujourd'hui, c'est aussi une façon de voir où nous en sommes aujourd'hui dans la vie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'émancipation des femmes? Oui et non. Est-ce qu'on peut parler de la place des femmes dans la société? Oui et non. Mais c'est-à-dire que l'espoir qu'on a aujourd'hui, quand on parle de l'histoire des femmes, c'est en 2023. Quelles sont nos avancées? Les avancées, c'est quand on parle par exemple des féminicides, quand on dit oui, il y a quelques années, quand un homme tuait une femme, on disait c'est un crime passionnel. Aujourd'hui, non. Donc voilà pour moi, voilà les avancées. Aujourd'hui, les avancées, c'est aussi la place des femmes aussi dans les sports dits virils. J'espère qu'à Pau, il y a une équipe de rugby féminin. À Lons, absolument. Voilà. C'est ça les avancées, parce que le sport, comprend malheureusement toutes les pratiques sociales, ce sont des inventions des hommes. Et aujourd'hui, voir une équipe féminine du rugby, c'est aussi une matière de dire, voilà, elles sont là. Parce qu'en plus, elles, c'est qui? C'est nos sœurs, c'est nos mères. Donc, on ne peut pas non plus les mettre hors du terrain, puisque en fait, c'est elles, c'est grâce à elles on est là. On fera un autre débat. Merci à tous.